moi je vais vous parler d'un truc assez particulier, c'est donc l'histoire de la censure au tout début d'Hollywood, qui est une histoire assez particulière puisqu'elle a des conséquences jusqu'à aujourd'hui en fait. Et une de ces conséquences-là, par exemple, va partir du système français. En France, les films ils sont classifiés moins de 12 ans, moins de 16 ans, etc., interdits à ces classes d'âge-là. Cette classification-là, elle est faite par la commission des classifications du CNC, qui est un organisme d'État. Et a priori, ça semble normal que ce soit un organisme d'État, donc indépendant des producteurs, qui décide si un film ou non est interdit aux moins de 16 ans, moins de 12 ans. C'est pas un producteur de dire, ouais, j'ai mon film d'horreur, je l'ai montré à mes enfants, ça fait remonter le public, tout ça, ça sera cool, quoi. C'est pas lui de faire ça. Ça nous semble logique. Et pourtant, aux États-Unis, eh bien, cette classification-là, elle est faite par une association qui représente les grands studios. C'est la NPA. C'est la NPA, c'est dans ses statuts, elle représente les intérêts des grands studios. C'est la NPA qui décide si un film est interdit au moins de 13 ans, au moins de 17 ans, donc là-bas c'est ces âges-là qui sont en barrière. Et donc, en fait, aux États-Unis, c'est les grands producteurs qui s'autorégulent. C'est eux qui décident si leur film est admissible pour les enfants ou pas. C'est un système plutôt curieux, a priori. Et en fait, pour aboutir à ce système d'autorégulation, en fait, il y a toute une histoire derrière. Parce que si aujourd'hui on est déjà avec ce système d'autorégulation, il y a déjà une chose, c'est parce qu'aujourd'hui le cinéma aux États-Unis est protégé par le premier amendement qui garantit la liberté d'expression. Chose qui n'était pas le cas au tout début du cinéma. Et donc maintenant, je remonte au tout début du cinéma, retour aux années 1890. L'histoire, tout ça. Donc, 1890, le cinéma, le projecteur n'existe pas encore. Le cinéma à l'époque, c'est les kinétoscopes. S'il y en a qui ont joué à BioShock Infinite, ils voient peut-être de quoi je parlais. C'était des grosses boîtes qui étaient destinées à une seule personne. Et donc on avait un petit œilleton, on allait voir dans la boîte une petite scène qui durait 10-20 secondes. Il y avait deux désavantages. Premièrement, il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait voir la scène. Et du coup, il fallait mieux la faire payer assez cher, parce qu'il fallait qu'elle fasse la queue, il fallait qu'elle vienne, il fallait qu'on démarre la séquence, qu'on rembobine la scène, etc. C'est tout un merdier. Donc ça coûtait assez cher. Deuxième chose, la séquence ne durait que 10 à 20 secondes. Donc il fallait aller à l'essentiel. Parce qu'il n'y avait pas le temps de faire des scénarios compliqués, tout ça, 10-20 secondes, c'est... voilà, Vine, ben voilà. C'est ça. Donc du coup, ils allaient... qu'est-ce qu'ils ont fait? Les mecs, ils ont tapé dans le plus trash pour l'époque. Donc le plus trash pour l'époque, niveau violence, c'était des matchs de boxe et des combats de coq. C'était le summum de la violence. Et le summum de l'érotisme. Le summum de l'érotisme, c'était danse du ventre. Et il y avait aussi une scène de baiser entre deux quinquagénaires qui se font un petit bisou. Et ça, c'était qualifié de gargantuesque, bestial. C'était une capture d'une pièce de théâtre qui avait à ce moment-là un gros succès à Broadway. Ce qui a fait que du coup le kinétoscope, d'entrée de jeu, vu qu'il se focalisait, en grosso modo, il y avait 2 tiers des scènes qui étaient diffusées, qui étaient axées sur la violence et le sexe, l'érotisme. C'est pas la même chose, non, il n'y avait pas de sexe, faut pas déconner. Et a été catalogué comme un divertissement vulgaire et dangereux d'entrée de jeu. Mais jusqu'ici, ça allait. Jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment qui pensait à censurer le cinéma, qui pourtant à l'époque était considéré non pas comme un moyen d'expression, sinon il aurait eu le droit au premier amendement et à la liberté d'expression, mais comme un divertissement forain. Ce qui était au fait de fait. Le kinétoscope, en fait, c'est une machine qu'on déplaçait de ville en ville pour montrer des petites images aux gens. Et on attirait le chaland en disant « Hey, venez voir une danse du ventre, ça va être sympa !» Voilà, c'était ça, c'était un manège en fait. Mais jusqu'ici, il n'y avait pas vraiment qui voulait faire censurer le truc, parce que ça restait avec un public assez restreint, donc il n'y avait pas trop de problèmes. Ça a commencé à poser des problèmes quand le kinétoscope a été remplacé par le cinéma moderne, avec un projecteur et des salles de cinéma. Et là, le cinéma est devenu un média de masse. Et là, ça posait un gros souci. Parce que ce qu'on montrait au cinéma était certes dans le plutôt choquant de ce qui se passait à l'époque, mais n'était pas le plus choquant, de très très loin. Comme je vous disais, la scène de baiser, c'était une capture d'écran du théâtre. À l'époque, on passait certes au cinéma des matchs de boxe, mais quand on allait dans les music-halls, dans les cabarets, il y avait des choses beaucoup plus violentes qui se passaient. Des matchs de boxe à main nue, des spectacles nus intégrales, ou même des scènes de sexe non simulées, des choses comme ça.
Ça se passait bien. Mais il n'y avait pas beaucoup qui pensaient à censurer ça parce que c'était réservé, si vous voulez, à un public assez riche, d'élite, cultivée. Et donc les élites intellectuelles du pays considéraient que ces gens-là pouvaient prendre du recul par rapport à tout ça. N'allaient pas être influencés. Alors que la populace, si on lui faisait accéder à ça, là c'était grave, parce qu'elle n'avait pas la culture pour avoir le recul nécessaire. Et donc ce qui passait pour le théâtre musical ne pouvait pas passer pour le cinéma. Et donc tout ce qui est ligue de vertu, etc., se sont acharnés contre le cinéma à ce moment-là. Il faut bien comprendre que c'était vraiment un média de masse, le cinéma. En 1913, le cinéma a enregistré aux États-Unis 50 millions d'entrées par semaine. C'est-à-dire la moitié de la population du pays. C'est pas mal. Hein. Autant vous dire qu'aujourd'hui en France, le cinéma ne fait pas 30 millions d'entrées par semaine. Hein. On est plutôt loin. Hein. Voilà. Mais, donc on a ça. Et les ligues de vertu vont s'acharner contre ce système-là, contre le cinéma. Et elles vont être entendues surtout par les systèmes politiques, qui vont mettre en place des systèmes de censure. Le premier coup qui va être frappé très très fort contre le cinéma, c'est en 1908, le maire de New York va carrément décider d'interdire les cinémas dans sa ville. Carrément. Au moins, comme ça, c'est simple. La décision va faire un tollé général dans la population, et le mec va revenir très très vite sur la décision, mais l'idée a fait son chemin. Et à sa décourse, de 1911 à 1922, il y a 9 États des États-Unis qui vont décider d'instaurer au fait des commissions de censure pour au cas par cas étudier les films et dire si oui ou non ils diffusent ou non. À l'époque, le cinéma n'est toujours pas protégé par le Premier Amendement. C'est toujours considéré comme un truc de forain. Et là, il y a les grands studios qui commencent à réagir. Et parce qu'il y a des boycotts, il y a des censures, tout ça se fait ressentir sur le nombre d'entrées et donc sur les bénéfices. Donc ils se disent, bon, ça fait un peu chier, donc on va essayer d'agir. La première chose qu'ils vont faire, c'est essayer, ils vont tenter un procès contre ces lois de censure. Ils vont le perdre, mais méchamment. La Cour suprême, donc la plus grosse entité juridique des États-Unis, va carrément écrire noir sur blanc que le cinéma n'est pas un moyen d'expression, mais bien une industrie basée sur le seul fait de vouloir faire de l'argent. Donc à ce titre-là, elle ne peut pas avoir accès au Premier Amendement. Et là, du coup, la Cour suprême ouvre une voie royale à toutes les lois de censure qui veut quoi. Donc, la loi légale, la loi on va dire un petit peu tranquille, les grands studios essayent de l'avoir, mais ils se ratent. Ils continuent comme ça. Au début des années 20, il y a toute une série de scandales qui éclatent en plus dans le milieu des acteurs, des réalisateurs hollywoodiens. Quand je dis scandale, je parle de meurtre, de pédophilie, c'est bien sale. Hein, c'est sympa quoi. Pardon? Sympa quoi. Ouais, des trucs, ouais, c'est pas Closer quoi, c'est pas Nabila a trompé Elton John avec machin, non, c'est pas ça. Hein. C'est des trucs bien sales. Hein, Donc au début il y a ça. Donc en plus, l'image d'Hollywood est dépeinte par les tabloïds, parce qu'à l'époque par contre ça existait déjà, comme un milieu de débauche, de luxure, etc. Donc ajouter à ça le fait que le cinéma a toujours cette image négative de médias violents et qui comment dire, entraîne les masses à la débauche, etc. Tout ça fait que on est à deux doigts d'une censure fédérale, c'est-à-dire une censure sur tout le pays. Et ça, les grands studios, ils n'en veulent pas. Quoi. Parce que déjà, avec les 9 États qui mettent un système de censure, ils ont du mal. Alors avec tout le pays, ils n'ont pas envie du tout. Quoi. Du coup, en 1922, ils vont opter pour une solution plutôt radicale. Ils vont embaucher un avocat qui s'appelle William Hayes. William Hayes, il embauche pour 2 raisons. Premièrement, c'est un membre du Parti républicain, qui a donc beaucoup de contacts dans le milieu politique. Et surtout, il est même brillant, puisqu'il a réussi à faire gagner à un président une élection présidentielle. Logique. Jusqu'ici, tout va bien. Mais, donc, enfin, c'est pas donné à tout le monde, donc c'est quelqu'un qui a des contacts et qui est plutôt bon dans son milieu. Deuxièmement, le monsieur est presbytérien, membre du Conseil national des Boy Scouts et membre de la Croix-Rouge américaine.
Et à ce titre, il est donc plutôt religieux, et à ce titre, il a lui aussi des opinions plutôt fermées sur ce que doivent montrer les films ou non. Et donc ils embauchent ce mec-là, et ils disent, bah écoute, tu vas fonder un organisme qui nous représente auprès des institutions politiques et des associations, etc., etc. Donc il le fait, ça s'appelle la NPA, donc c'est à l'époque ça s'appelait pas comme ça, non, mais c'est l'association qui existe encore aujourd'hui et qui représente les intérêts des grands studios. Donc ça c'est le premier coup. Et le deuxième coup, il lui donne feu vert pour dire, bah tu vas vérifier ce qu'on fait. Et tu vas décerner si oui ou non, tu vas dire, si oui ou non nos films sont acceptables selon tes critères à toi. Toi qui es un bon presbytérien, respecté, etc. Et donc, Hays instaure un système de censure sur les films. Un système de censure qui a été choisi par les studios. Les studios payent un mec pour qu'il vérifie leurs films et qui éventuellement disent non, on ne le sort pas. C'est un truc assez... c'est assez d'arabie de ce côté. Hays fait ça progressivement. Donc il est embauché en 1922 pour faire ça. Il fait ça, et en 1930, ça aboutit, son système progressif de censure, aboutit à la sortie d'un code, qui est une sorte de texte de loi, qui dit un film, faut qu'il fasse ça, et pas ça, et s'il fait ça, faut qu'il le fasse comme ça, et donc tout un code moral que les films doivent respecter, pied de la lettre. C'est pas, on ne peut pas interpréter ce code-là. C'est pas possible de jouer sur les mots ni quoi que ce soit. Et qu'est-ce qu'a fait Hollywood pendant tout ce temps-là, de 1929 à 1930, avec toutes les censures progressives de Hays? Eh bien, Hollywood, bizarrement, pendant ce temps-là, il n'avait rien à taper. En fait, les mecs, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont juste embauché le gars, et en fait, ils se sont servis comme gage de bonne volonté. Ils le présentaient aux institutions, ils ont fait, mais attendez, on a embauché un gars respectable, tout ça. Voilà, vous voyez qu'on fait des efforts, c'est pas la peine de nous censurer. Et ça va marcher. En fait, ils ont juste un petit code qui traîne dans un coin, dont ils se servent pas du tout, mais ils ont fait gage de bonne volonté, ils ont quelque chose qui montre que c'est quand même une petite morale qui traîne quelque part. Jusqu'ici, tout va bien pour Hollywood. En plus, en 1929, il y a la Grande Dépression. Donc la Grande Dépression, les Américains ont beaucoup moins de sous. Du coup, pour faire revenir les Américains dans les salles de cinéma, les mecs ils vont encore plus fort dans le sensationnalisme. C'est le mot dur à dire à 4 h du matin. Du coup, ça y va fort. Les œuvres, les films des années 33 à 34 sont absolument incroyables parce que on a des femmes qui divorcent, enfin, notamment au niveau de la position des femmes, c'est un truc, mais des femmes qui divorcent, qui trompent leur mari, qu'est-ce qu'on a? On a aussi un film sur l'adultère, sur l'avortement, en 34. Je sais pas si, et surtout qui ne le juge pas négativement. Ça, c'est un truc de fou. En 34, Les Hommes en Blanc, un film qui s'appelle Les Hommes en Blanc, qui traite de l'avortement sur un thème plus ou moins médical, en 1934. Et justement, en 1934, il va arriver un truc auquel les studios ne s'attendaient pas vraiment. En fait, les évêques des États-Unis vont décider, plus ou moins du jour au lendemain, à classer eux-mêmes les films. À dire, bah, ce film-là, ok, nos oies, ils peuvent le regarder. Ce film-là, ils peuvent le regarder même avec réserve. Et c'est là, ils sont interdits. Il y a 80% des films qui considèrent comme étant interdits. Voilà. C'est plutôt gros. Et même surtout, au fait, ils menacent Hollywood en disant, si vous améliorez pas vos films sur les qualités morales, eh ben, on demande à nos oies de complètement boycotter le cinéma. Les évêques américains, autant vous dire qu'ils ont plutôt un poids, parce que tous les dimanches, ils ont tous les Américains qui débarquent à l'église pour les écouter. Enfin, en tout cas, une grosse majorité. Là, les gros studios, ils sont face à une grosse menace. Et du coup, le code Hays, que pour l'instant, gardé dans un placard, qui n'écoutait pas, eh bien, ils vont dire, ben, on va l'appliquer. On va l'appliquer, et puis même, on va même se mettre une amende si on ne respecte pas. Ils vont mettre une amende de 25 000 $ pour toute salle qui projetterait un film qui n'est pas approuvé par le code Hays. 25 000 $ à l'époque, ça fait beaucoup. En sachant qu'en plus, à l'époque, les grands studios détenaient la plupart des salles de cinéma. Donc même si vous n'étiez pas un grand studio, si vous vouliez que votre film soit diffusé, il fallait passer par les salles de cinéma des grands studios. Donc au final, vous étiez quand même obligé de respecter le code Hays.
il y a 95% des films qui vont être vérifiés par la commission Hays. Donc du coup, Hollywood s'auto-censure. Et s'auto-censure méchamment. C'est-à-dire quand vous regardez un film des années 33-34 et quand vous regardez un film des années 35, vous hallucinez. Mais littéralement. Les films des années 33-34 sont d'une modernité, m'a coupé le souffle. Comme je vous disais, le film sur l'avortement, c'est un film qui sans doute aujourd'hui ne sortirait pas. C'est complètement dingue. Pareil, au niveau de l'esthétisme, on a pareil, au niveau des femmes, on a beaucoup de femmes avec des décolletés, etc. En 35, elles ont des décolletés, mais elles sont femmes aussi. Voilà quoi. C'est vraiment fou. Ou aussi, on va avoir des images assez populaires comme les couples qui dorment dans les lits séparés. Ça, c'est typiquement les films des années Code Hays. Alors, je vous passe les détails. Le Code Hays, en fait, va être appliqué pendant 20 ans. Et à la fin, il va être démonté par plusieurs événements. Ça va être, premièrement, les grands studios vont être obligés de vendre leurs salles de cinéma. En fait, les États-Unis, en 52, vont considérer que c'est plus ou moins la concurrence déloyale d'avoir des studios et des salles de cinéma. Et donc, vont forcer les studios à vendre leurs salles de cinéma. Résultat des courses, les salles de cinéma, maintenant, sont indépendantes des studios. Et si elles veulent diffuser des trucs qui ne sont pas des grands studios, elles n'en ont rien à faire. Donc, les grands studios qui leur vendent des trucs Code Hays et qui ne collent pas du tout à l'évolution des mœurs, elles n'en voudront pas. Deuxièmement, il y a en plus une deuxième chose, c'est Ah, j'ai confondu là. Le coût des studios qui deviennent indépendants, c'est en 55. Non, en 52. Par contre, en 55... Non. Excusez-moi. Les studios qui deviennent... Les salles de cinéma qui deviennent indépendantes, c'est en 55. Et en 52, avant, il y a une énorme décision qui est prise. Le cinéma est enfin considéré comme un moyen d'expression. Et donc, est soumis au premier amendement et a donc la liberté d'expression. Donc, il est hors de question dorénavant de soumettre à l'amende un film qui ne respectera pas un code. C'est plus autorisé par la loi, c'est totalement interdit. Mais les grands studios à ce moment-là, qui conservent quand même une petite image, qui veulent garder leur image de gentillette, disent non, on va continuer à l'appliquer, mais c'est plus la mode. Au final, ce qui va se passer, c'est que les gros studios, ils vont appliquer le code, mais quand un film ne passe pas le code, c'est pas grave, ils prennent la pellicule. Ils ont une petite filiale à côté qui porte un nom bizarroïde, et ils distribuent le film sous ce nom-là. En fait. Donc en gros, quand le film passe le Code Hays, ils diffusent leur nom, et quand il passe pas, c'est pas grave, ils diffusent quand même. Et puis voilà. Donc il y a deux choses comme ça. Et la troisième chose qui va définitivement enterrer le Code Hays, c'est l'arrivée de la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, à ce moment-là, la télévision devient le vrai média de masse. Et du coup, tout ce qui est association de défense de la vertu, etc., vont considérer que la première chose qu'ils ont à censurer, c'est plus le cinéma, mais la télévision. Et du coup, la pression politique va fortement s'accumuler sur le cinéma. Et le Code Hays va finalement être enterré complètement en 68. Mais il en découle de cette autocensure, en gros, 20 années de cinéma qui sont complètement à contre-courant de l'évolution de la société américaine à ce moment-là. Ce qui montre au fait que, donc c'est là, j'arrive directement à la conclusion, j'espère avoir été assez rapide. Ça va? Le chiffre va pas trop pris, c'est bon? L'un des risques de l'autocensure au final, du coup, c'est d'être à contre-courant au final de son propre public, au final d'influencer la société. C'est-à-dire, comme je vous disais, en 30 ans, on parle d'avortement. Pendant 20 ans, c'est strictement interdit. Et si aujourd'hui, aux États-Unis, c'est un sujet tabou, il y a fort à parier que ce soit dû au fait que pendant 20 ans, il y a un silence radio total sur le sujet. Donc il y a ce risque-là, de verrouillage. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que l'autocensure n'a pas cessé. Aujourd'hui, elle est beaucoup moins claire qu'un Code Hays. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de code écrit en disant « les films doivent respecter ça », ne doivent pas montrer ça, etc. etc. C'est beaucoup plus flou que ça. Beaucoup plus flou que ça. Et par exemple, en fait, il faut savoir que le MPAA, du coup, quand il a arrêté le Code Hays, la première chose qu'il a fait, c'est mettre justement en place le système de limitation de classe d'âge.
Et aujourd'hui aux États-Unis, ce qui se passe, c'est que les films s'autocensurent pour être PG-13, pour s'ouvrir à un public familial. Et quand on regarde les règles du PG-13, par exemple, c'est pas du rond, pas de sang. Et ça donne des situations assez recommandables, par exemple le dernier Mad Max qui est PG-13. On voit pas de sang. On voit pas de sang, les mecs ils explosent dans tous les sens, mais ils saignent jamais. Ah, le fou, ça coûte un rien.